Née insoumise, insoumise vous le resterez. Malgré les pressions, les intimidations, les lettres anonymes, malgré les échecs aussi. On vous reproche de vouloir transformer la France, comme un enfant qui croit qu'on peut faire grandir une plante en tirant sur la tige. Et comme on dit, il faut que le cœur se brise ou se bronze. Vous quittez alors Paris avec un sentiment de solitude, mais votre passion pour la justice ne vous quitte pas. Vous êtes aujourd'hui conseiller de gouvernement norvégien, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption internationale, et vous écrivez. Vos livres restituent une part du combat mené et aident de la sorte à combattre la menace pernicieuse de l'amnésie. Mesdames, Messieurs, vous voyez, Eva Joly, c'est comme une rivière dont on voudrait détourner le cours. Toujours, elle retrouve sa pente. Nous sommes nés vulnérables. Nous sommes des êtres fragiles. La vie, elle est là aujourd'hui, mais elle peut être finie. Comme ça. Et je pense que la blessure que nous portons tous, c'est que nous savons, nous connaissons cette fragilité. Si nous nous écoutons, si on vit la fragilité de son corps qui nous trimballe, et aussi notre dépendance des relations avec les autres. Nous sommes fragiles. Aujourd'hui, je pars à Bamako, au Mali. Je suis invitée par le Premier ministre pour rencontrer des personnes de la société civile et aussi des officiels. Je suis invitée à donner un discours au Parlement, par exemple. Et le but de ma visite, c'est de faire de la promotion de la lutte anticorruption. Et nous allons aussi chercher à évaluer un peu ce que la Norvège peut offrir comme aide. Tout l'enjeu de l'aide au développement moderne, c'est d'armer les services publics locaux pour les mettre en état de recouvrir leurs propres ressources. Donc, si nous ne le faisons pas, c'est que nous ne le voulons pas, parce que le secret, c'est que ça nous sert. Le secret, c'est que le colonialisme continue. Nous laissons nos multinationales piller l'Afrique. Et le pivot du système, ce sont les paradis fiscaux. Et il me semble que dans les 10 années à venir, c'est cela que nous devons changer. En venant ce matin, je pensais à ce que j'ai vu ce dernier jour. Je pensais aux Maliens qui vivent avec 350 $ en moyenne par an. Et je l'ai confronté avec le contenu d'un rapport de Mary Lynch qui nous apprend qu'il y a maintenant, de par le monde, 9 millions de personnes qui détiennent 37 trillions de dollars. Nous vivons dans un système qui est organisé pour permettre à certains de piller d'autres et de cacher leur richesse aux yeux des concitoyens. Je ne pense pas que nous pouvons arrêter la corruption. Je ne pense pas que nous pouvons arrêter les dirigeants de beaucoup de pays en voie de développement de se servir richement. Par contre, ce que nous pouvons faire, si nous le voulons, c'est de leur fermer les endroits où ils peuvent cacher ces fortunes. Ça, c'est à notre portée. Donc mon espoir aujourd'hui, c'est peut-être que les problèmes sont devenus tellement graves qu'on ne peut plus laisser les choses en l'état. J'ai vraiment été élevée pour penser que tout est possible, qu'il suffit de le vouloir et de le faire. C'est
Mes parents, quand ils se sont mariés, c'était la crise, c'est la sortie de la crise des années 30, puis c'est la guerre, et nous n'avions pas grand moyen. Mais lorsque nous avons voulu, ou ma mère a voulu un frigidaire, ce qui est un objet de désir et de luxe à l'époque, mon père lui en a construit un. Il a fabriqué un frigidaire avec du bois, du matériel isolant et un moteur, un compresseur qu'il a acheté. Et ce frigidaire, pour moi, a été le symbole, je crois, toute ma vie, de si tu veux, tu peux. Il suffit de faire. Et si vous voulez, moi, je ne comprends pas qu'on puisse lire un rapport sur le pillage de la Tanzanie ou de la Zambie ou du Mali et ne rien faire. Il me semble que si on sait, qu'on expose les raisons clairement, qu'on indique le chemin, bon, on va y aller. Soyez la bienvenue. Merci. Nous avons été particulièrement honorés. Merci. Très heureuse d'être invitée. Ah oui, non, tout le plaisir est pour nous. Il me semble que si on veut changer le monde, il n'y a que les détenteurs du pouvoir qui peuvent le faire. Donc avoir accès aux plus hautes autorités de l'État, c'est très important. Là, je sais que j'ai 20 minutes et qu'au cours de ces 20 minutes, il faut que j'arrive à caser ce que je vois comme les problèmes principaux pour le Mali. Et avoir l'oreille d'un président qui est entouré de ses secrétaires d'État, qui donne des ordres tout de suite, c'est agir sur le monde. Donc je suis très contente de cette rencontre, et très contente d'avoir eu accès au président. Quand j'étais enquêteur et juge, j'ai eu accès à des connaissances. J'ai acquis un certain savoir et maintenant je pense que c'est de mon devoir de le partager avec mes concitoyens. Je ne peux pas rester silencieuse quand je vois les injustices se propager dans le monde et que notre société se développe dangereusement. Je pense que c'est important d'être une voix dans la société. Est-ce cela qui me pousse et qui me motive dans ma vie? Je ne trouve pas normal de devoir justifier pourquoi je prends la parole ouvertement dans les débats. C'est plutôt les personnes qui ne l'apprennent pas qui devraient s'expliquer. Ce qui est noble dans la vie, pour moi, c'est de partager ses connaissances, ses expériences, et de le faire en débattant ouvertement sur la place publique. J'aimerais faire partie de ces personnes qui forment et qui développent nos lendemains. Très longtemps, je pensais que je n'avais pas ce droit, que je n'étais pas assez intelligente, que je ne possédais pas assez de connaissances. Pour moi, tout le monde en savait plus que moi. Avoir réussi à me débarrasser de ce sentiment-là, cela m'a pris des dizaines d'années. Et au fond, c'est seulement maintenant que je me sens assez qualifiée et que je dispose d'assez de connaissances que je pense avoir le droit de m'exprimer. Et cela, je dois le faire aujourd'hui, avant que je ne devienne sénile. Cessez aussi, vous les Occidentaux, parce qu'en réalité, c'est vous qui avez conduit ça, vous l'avez introduit chez nous ici. Quand vous aurez arrêté ça à votre niveau, on vous le dit, les choses vont finir. Non, c'est pour dire que quelque part, on est en train de faire un langage, de parler sur une situation sans issue. Sans issue, hein. Il n'y aura pas d'issue, parce que moi, les parlementaires ici, tels qu'ils sont, aujourd'hui, à ce niveau,
avec des trucs, ne pourra pas arrêter la corruption comme telle, de but en blanc. Il va falloir que vous-même vous impliquiez occidentaux pour aider à arrêter cette corruption, parce que vous savez comment l'arrêter si vous voulez le faire. J'essaye toujours d'aller dans la brousse, d'aller voir comment les gens vivent. Parce que très vite, on pense que c'est Bamako qui est le Mali, or que c'est ici le vrai Mali. Et c'est pour ne pas oublier que c'est pour eux qu'on travaille. Les femmes sont fatiguées maintenant de fabriquer du charbon. Alors qu'elles demandent des moyens leur permettant de se livrer au jardinage et à la culture des légumes. Et puis le problème, c'est que non seulement c'est fatigant, la déforestation, et puis c'est nuisible à la santé, parce que c'est le gaz carbonique. L'aide au développement, elle n'a pas pour but de permettre aux fils des ministres d'aller dans les grandes écoles. Elle a pour but que ce village-ci ait des petits barrages pour irriguer comme il le demande et pour qu'il y ait une école à moins de 10 km. Bon, mais c'est des choses extraordinairement simples. C'est d'avoir l'eau, c'est de pouvoir faire un jardin potager et c'est de pouvoir peut-être soigner la diarrhée pour les bébés. Je pense que nous vivons dans une période très troublée où nous sommes loin de nos vrais désirs et nous remplissons l'espace de distraction, de choses inessentielles et qui nous fait croire que le bonheur, c'est d'être tranquille. Alors que moi, je crois beaucoup que le bonheur est à l'engagement, de faire ce à quoi on croit. C'est vraiment en voyageant et en étant présente dans les pays en bas de développement que j'ai compris combien l'Europe est importante et combien les valeurs européennes représentent d'espoir, particulièrement en Europe de l'Est. Et c'est vrai que j'aurais bien envie de participer aussi au développement du projet européen. Je trouve que c'est actuellement dans le monde ce qui est de plus puissant comme projet de paix et d'intégration. I vår familiemyter så snakker vi veldig mye om kvinnene. Dans notre saga familiale, les femmes tiennent une place importante. I familien vår. Et déjà, mon arrière-grand-mère était une femme reconnue. Elle était maîtresse d'école en 1858, il y a donc très longtemps. Et petite, je trouvais magnifique d'avoir une arrière-grand-mère qui était maîtresse d'école. Ma grand-mère Renae est née en 1885 et elle a une vie difficile. Mais tout d'abord, je vais vous la décrire. Elle était merveilleusement belle. Elle avait des cheveux bruns bouclés et des yeux bleus, un teint de porcelaine. Elle était talentueuse et intelligente. Elle nous chantait des airs d'opéra avec sa belle voix. Et d'une certaine façon, elle fut la seule dans la famille à avoir un lien avec un autre monde. Le monde de la beauté, le monde de l'art, qu'elle partageait avec nous. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Ma grand-mère s'est mariée très jeune, mais a dû divorcer aussi très jeune. Et ce que j'admire chez elle, c'est la force qu'elle a eue pour assumer sa vie seule, avec 2 petits-enfants et très peu de formation. Elle était coiffeuse.
Mais elle a fait vivre sa famille. Elle a pu vivre et résister en tant que mère divorcée, jeune et belle dans une société religieuse et moralisatrice. Et je pense que cela a dû être une situation très éprouvante. Ma grand-mère veillait à ce que ma mère aille à l'école et qu'elle ait une formation, ce qui n'était pas la norme à cette époque. Elle voulait que ma mère puisse subvenir seule à ses besoins si des difficultés se présentaient. Et je me rappelle très bien que quand mes deux sœurs et moi étions petites, mes parents insistaient énormément sur le fait qu'on devait avoir un métier et ne pas compter sur quelqu'un d'autre pour nous entretenir. Être une femme entretenue était pour ma mère inacceptable parce que pour elle, on ne pouvait pas faire confiance aux hommes. Et elle avait sûrement raison. À la maison, nous ne lisions jamais. Ma mère et mon père n'avaient que quelques rares livres dans leur bibliothèque. Ils n'aimaient pas lire. Lire était pour eux une grande perte de temps et ils n'aimaient pas me voir rester assise à lire. Ils me disaient alors « Eva, fais quelque chose ». Lire n'était pas assez utile. Parfois, c'est un autre milieu que le vôtre qui vous aide à élargir votre horizon. À la maison, j'ai appris énormément de choses importantes. Mais les parents n'arrivent pas toujours à vous ouvrir les portes du monde. Je me rappelle très bien comment je regardais et je feuilletais des livres un peu au hasard. Et mes premiers livres empruntés furent un livre de Dostoïevski et un livre de photos des sculptures de Rodin. Je trouvais ces sculptures magnifiques. Mais une fois arrivée à la maison, ma mère s'est fâchée. Elle était choquée. Elle trouvait ces sculptures trop érotiques et pensait que j'étais perverse d'aimer de telles images. Même si par ailleurs ma mère était très gentille, cette attitude montre bien ses limites. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous guider, ouvrir notre horizon. Et cette bibliothèque fut exactement cela pour moi, ma première ouverture sur le monde. Ma famille habitait tout en haut de la rue Markveien, au numéro 1, au 3e étage. À mes yeux, c'était un des plus beaux immeubles de tout le quartier de Grünerløkka. Il avait été construit peu avant 1900, dans le style berlinois. Peu entretenu et sans aucun doute un peu dégradé, mais nous ne le remarquions pas. J'admirais l'élégance de sa façade grise, avec les moulures de plâtre qui ornaient sa corniche. Je trouvais qu'il était en bien meilleur état que d'autres immeubles du coin. Mais c'est sans doute parce que mon père en était le concierge et qu'il veillait au grain. L'appartement de ma grand-mère maternelle et son salon de coiffure se trouvaient au 2e étage. Nous habitions juste au-dessus, dans un agréable 3 pièces. 70 mètres carrés, ce n'est pas grand pour 5 personnes, mais ça nous suffisait. Le plus important chez nous, c'était la place du cœur. La cuisine était la pièce la plus fréquentée où toute la vie familiale s'y déroulait, ou presque. Ma grand-mère et les voisins y passaient prendre un café. Je faisais mes devoirs sur la table de la cuisine, mon père y bricolait souvent, ma mère préparait les repas, il y flottait toujours une bonne odeur. C'était la pièce la plus chaleureuse où je me sentais à l'abri de tout. Vi hadde veldig godt. Vi var liksom en familie alle sammen. Så det var det. Ungene fikk lov å leke og hadde gården full. Og spilte teater der. Så det Gro har satt i scene det. Altså, teaterstykket, det var satt opp, selve opplegget med scenen var her inn mot gjerdet da. Den gangen var det jo et høyt gjerde her. Og vi hadde jo jobbet lenge med denne forestillingen, med replikkene selvfølgelig. Og det var små og store. Kari var bare en liten
tas. Vet ikke om 3 år, 4 år. Ja. Alle I gården skulle være med. Alle skulle få gjøre noe. Alle skulle få gjøre noe. Marit et moi étions très proches. Nous dormions dans des lits superposés jusqu'à l'arrivée de notre petite sœur Carrie. Puis nous avons partagé le même lit. Nous aimions ressentir la chaleur l'une de l'autre et bavarder sur tout ce qu'il y a entre terre et ciel. En Norvège, personne ne vous fait de compliments quand vous êtes jeune. Ce n'est pas dans notre éducation. Personne ne vous dit « tu es belle, tu es douée, tu as un bel avenir devant toi ». Ici, notre éducation veut que nous soyons tous égaux et il ne faut surtout pas s'imaginer qu'on est supérieur aux autres. Donc, quand on m'a demandé de jouer dans un film, j'ai pensé « chouette, quelqu'un pense que j'en vaut la peine ». Et cela m'a fait exister. Et grâce à ce film, j'ai eu un très fort sentiment d'exister aussi pleinement avec les autres. J'avais la tête pleine d'images du cinéma français. Je pensais peut-être faire une école pour devenir actrice, apprendre à faire du théâtre. C'était un rêve. J'ai encore le souvenir d'une forme de jubilation et aussi une forme d'émerveillement de marcher là où Voltaire avait marché, Rousseau avait marché, où Descartes avait vécu, et me dire, je mets mes pieds là où ils ont marché. D'abord, j'ai vécu dans le 16e, où l'accueil de la jeune fille au père était assez limité. Et j'ai découvert la famille Joly qui allait m'accueillir à Pâques à 64. Bon, c'était une famille, le père était médecin, madame était femme au foyer et ils avaient 4 enfants. Et le 2e garçon avait 1 an et demi de plus que moi et je l'ai trouvé bien beau, tout de suite. 3 années plus tard, c'est vrai que nous nous marions à Oslo et je n'étais sans doute pas la belle-fille rêvée de mes beaux-parents. J'étais étrangère, j'étais pauvre et ils avaient espéré pour leur fils quelqu'un dont ils connaîtraient sans doute mieux les parents, dont ils connaîtraient mieux l'origine. Et je pense que j'étais assez inquiétante. La famille que j'ai intégrée avait d'exigences de qualité de la langue, de culture, de connaissances et aussi de façon de se vêtir, de se comporter. Et pour moi, ça a été un processus d'intégration par l'exemple, c'est clair. J'ai copié, j'ai compris que si je voulais être intégrée dans la société française, il fallait que je connaisse les codes. Donc, je m'étais dit que le droit, c'était aussi une façon de bien comprendre la société en comprenant ses institutions. Donc, j'ai fait 2 années uniquement comme jeune femme mariée et j'ai fini effectivement avec ma petite fille dans le bras. Et même, j'ai eu beaucoup de chance parce que je me rappelle quand Caroline est née le 12 juin 70 et elle est née entre l'écrit et l'oral. J'avais juste terminé la dernière épreuve écrite le 11 juin et les premières épreuves de l'oral étaient le 20. Donc, je m'étais dit, chouette, j'ai 8 jours pour réviser la clinique. Voilà.
toujours assez oppressant pour moi d'être là. Ça ne me fait pas plaisir. Je pense que c'est les souvenirs de ces années d'énormément de travail, mais aussi de lutte pour que le dossier avance, de lutte pour le garder et pour résister à toutes sortes de pressions. Je l'ai su tout de suite. Ça, je l'ai su très vite que c'était un dossier important. Non, je n'avais pas envie de l'abandonner. J'avais envie, mais parce que j'étais inconsciente sans doute, j'avais envie de voir ce qu'il y avait au bout. C'était un dossier qui démarrait avec présentation ou suspicion de présentation de comptes inexacts pour une petite entreprise de textile, l'entreprise Biderman, et où j'ai découvert des investissements très importants de la société Elf. Et à partir de là, nous avons commencé à creuser pourquoi ces investissements. Et de fil en aiguille, en tirant le fil, nous avons pu démontrer que tous les contrats conclus par Elf pendant cette période avaient, comme on dit, des dérivations installées pour alimenter des fonds secrets. Donc c'était, je pense, la première fois où il a été possible, pour une enquête menée en Europe, de démontrer un peu le dessous des cartes des entreprises. Et ce qui était très intéressant, c'était les explications des dirigeants qui disaient que nous avions tort de nous intéresser particulièrement à eux parce qu'ils ne faisaient que ce que tout le monde faisait. Et à partir de là, j'ai compris avec d'autres qu'il fallait s'attaquer aux structures qui permettent ce comportement, qui permet de détourner des fonds d'une façon tout à fait impunie, parce qu'il faut être bien conscient que l'affaire Elf a abouti à 30 condamnations. Et ça, c'est exceptionnel, parce que la plupart du temps, des dossiers de cette ampleur-là, ils subissent des avaries, c'est-à-dire soit les juges sont mutés, la procédure est annulée, ou il y a d'autres pépins en cours de route. La justice n'est pas faite pour juger les dirigeants. Elle est faite pour juger le voleur de sac à main et d'autoradio. C'est sûr que la peur a été très, très présente. Et c'était impossible de l'oublier parce que j'ai vécu protégée pendant 6 ans. Et pendant, je ne me souviens pas exactement, pendant 2 ans et demi ou quelque chose comme ça, j'étais protégée 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'il y avait des gardes de corps dans ma maison. La nuit, ils s'étaient installés à côté de ma chambre. Et ils avaient ce qu'ils appelaient l'arme collective sur la table. Donc, avec mon mari, nous ne pouvions pas faire semblant que cela n'existait pas. Mais, et j'ai toujours pensé que c'était pire pour ma famille que pour moi, parce que moi, j'avais le plaisir de l'action. J'avais l'idée que demain, j'allais faire ceci ou cela et qu'on allait avancer. Et j'avais aussi une très, très grande colère. Tandis que pour mon mari, par exemple, je pense que ça a été des années horriblement dures parce que sa femme était une forme de coffre-fort qu'on gardait. Donc, ça, c'est sûr que ça a été très perturbant dans ma vie, cette intrusion dans notre intimité. C'était la folie. On n'imagine pas la folie. Tu sors dans la rue, il y a 100 caméras, il y a cette espèce de folie. Et rester calme là-dedans, continuer à faire ton travail et pas perdre la direction de ton enquête
pas se laisser perturber, c'était horriblement dur. C'est vrai que, particulièrement après les perquisitions chez Roland Dumas, il y a eu une très très grande violence médiatique. Et là, il y a eu des manipulations, et je sais aujourd'hui que c'est des manipulations, c'est-à-dire que nous avons été tenus pour responsables de l'attroupement des journalistes devant la maison de Roland Dumas. Et les images donc, qui ont été prises et qui ont fait le tour du monde, ça a vraiment été un retournement de l'instruction. À partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus dur parce que je pense que les conseillers médias de mes principaux mis en examen ont bien utilisé ce momentum-là et essayant d'en faire une faiblesse des juges d'instruction. Et ils ont réussi à ça. Ils ont réussi à faire croire à l'opinion que nous avions fait une espèce d'énorme mise en scène. Mais finalement, des épiphénomènes, et ce que j'aime retenir aujourd'hui, c'est que, bon, malgré cela, ils ont été condamnés. Mais quand on voit qu'ils sont la puissance de sortir de prison, de ne pas payer les amendes, on imagine aussi que, et on voit aussi ici qu'on n'oublie pas, le pouvoir en France n'oublie pas. Donc j'ai la conviction que s'il n'y avait pas eu ce que j'ai vécu comme un parachute ascensionnel norvégien, c'est-à-dire le fait que le gouvernement norvégien était intéressé par mes compétences, était intéressé par engager au niveau international la lutte contre le flux financier illicite. S'il n'y avait pas eu pour moi ce mouvement, somme toute complètement inattendu et très surprenant, je pense que je serais moralement aujourd'hui morte en France et que finalement le lapidage aurait continué sur le fait que c'était une justice spectacle et non pas une vraie justice. Et mon espoir aujourd'hui, c'est bien que l'opinion retienne que c'était une justice malgré tout. Oh, merci, ça c'est adorable. Voilà. Bon, alors, je voudrais un bon melon pour midi. Vous venez de temps en temps comme ici. Mais oui, et là, je pense revenir pour de vrai là. Ah, je suis la voisine et je pense que quand on échange ici, c'est pas avec une personne connue, c'est avec une femme de mon âge qui a envie de la bonne nourriture. Et c'est le côté humain, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte combien ces rapports, même assez superficiels, sont importants pour les sentiments de bonheur et les sentiments de vivre. Ça va, Daniel? Ça va? Ça va, bra? Jeg har akkurat vært og handlet grønnsakene mine, vet du. Ja, vi kan ringes. Det gjør vi. Vi ringes. Og så tar vi en kaffe, og så prater vi. Så skal jeg blande mine. Non, je parle demain. Mais vous voulez venir avec moi à Groix? J'avais vendu ma maison où je vivais depuis 34 ans et je voulais une nouvelle maison de famille où je pouvais recevoir mes enfants. Et j'ai découvert cette lande somptueuse, colorée jaune, la mer sauvage, et la côte sauvage et aussi une forme de douceur. Le climat est très doux ici. Donc je m'étais dit,
que je ne trouverais jamais mieux. Je voulais la mer. Alors j'ai décidé d'acheter parce que la Norvège, c'est loin, c'est compliqué de venir. Je ne trouverai jamais la maison de mes rêves, mais il faut que je trouve une qui a le moins de défauts possible, qui correspond le plus à mes besoins. Et donc j'ai choisi ma maison parce qu'elle avait un grand jardin, parce qu'on pouvait aller sur la plage en 3-4 minutes. Et en fait, je n'ai jamais regretté ce choix. Je m'en félicite tous les jours. Quand je suis loin, quand je suis à Lusaka ou à Singapour, à Washington, je pense à Groix, je pense à mon jardin et je suis contente d'avoir un endroit à moi aussi magnifique. J'aime beaucoup cette expression norvégienne qui veut dire avoir passé une nuit d'hiver dehors. Et quiconque a essayé cela sait combien c'est pénible, et combien on pense qu'on va mourir, et combien c'est insupportable. Donc cette image, je la trouve très forte. Oui, je pense que pour moi, l'affaire Elf a été un processus de enhardiment, de s'enhardir, et que toute la vie est très progressif. Et je pense que c'est aussi que j'ai pu faire l'affaire Elf parce que dans le passé, j'avais vécu aussi des grands bouleversements et des grands changements dans ma vie, et j'avais dû supporter beaucoup de pression. Et la première, par exemple, c'était lorsque je me suis mise à apprendre le français et que je travaillais comme secrétaire et que je faisais beaucoup de fautes et que je devais supporter l'humiliation de ne pas être à l'auteur, et aussi d'avoir compris qu'il y avait là aussi un chemin et qu'il suffisait de beaucoup travailler et que, bon, peu à peu, les fautes disparaissaient. Mais j'avais subi cette humiliation de ne pas avoir été formée dans ce pays, de ne pas partager les connaissances littéraires, et donc d'avoir cet handicap. Et ça m'a appris qu'en travaillant dur, on surmonte ça. Et je pense aussi que mon changement de pays, de la jeune fille insoucieuse norvégienne qui s'estimait assez réussie ou assez adaptée à son milieu, à son environnement, j'étais assez sûre de mes qualités. J'avais passé un bac Math-LM là-bas, comme nous étions extrêmement peu de filles à avoir fait ça. Et j'avais même participé à un concours de beauté. Donc, bon, j'étais pleine d'allant et de confiance en moi. Et je dois dire que la rencontre alors avec la bourgeoisie française m'a bien fait comprendre que je n'étais pas du tout à l'auteur, qu'il y avait encore un long chemin à parcourir pour acquérir la culture, le niveau. Et ce processus est douloureux. C'est un processus de... Moi, je pense qu'il y a des images qui traduisent ça. Je me pense souvent comme une pierre qui était pleine d'aspérité et qui devait être polie par les événements de la vie. Donc, je pense que j'avais déjà subi ça. J'avais subi cette adaptation très pénible en ce qui concerne mon image de moi-même à la bourgeoisie française et à ses valeurs. Il me semble que lorsque j'ai réussi à peu près ce processus-là, me faire accepter dans ce milieu très critique qui était le mien, bon, après cela, il y avait guère de choses qui pouvaient ni m'humilier, ni m'atteindre. Et que, quand j'ai commencé l'affaire Elf, j'avais 51 ans, je pense d'une certaine façon que j'étais de taille parce que j'avais vécu. Si j'avais 26 ans ou si je n'avais pas vécu toutes ces épreuves, je pense que toutes les attaques que j'ai subies
m'aurait sorti du chemin, m'aurait découragée. Mais de certaine façon, j'avais passé une nuit d'hiver dehors avant. Ici, c'est mon foyer, c'est chez moi. Ouais. J'ai d'autres lieux où je vis avec plaisir, mais où je n'ai pas ce besoin d'avoir mes souvenirs. Donc je suis heureuse, moi, d'avoir trouvé une place pour mettre la jolie armoire que ma belle-mère m'a donnée pour la naissance de ma fille et qui venait du foyer de ses parents, elle. Je trouve que c'est une façon très simple de voir les liens et les liens avec le passé qui va au-delà de votre existence. Et j'aime bien ça. Ouais, ça fait joli. Voilà, elle est bien là. Et donc j'aime bien que ça soit la maison de famille parce que je partage avec mes enfants les souvenirs de leur enfance. Et j'aime bien penser que j'en crée des nouvelles, des souvenirs pour mes petites filles, ici. C'est la chose la plus fondamentale, quand même. Et je suis... si j'écris un curriculum vitae, c'est mes enfants que je mets en premier. C'est sûr, c'est la priorité numéro 1. Et bon, j'ai eu ce bonheur. Je suis éternellement reconnaissante à mon mari de ces années que nous avons eues ensemble, qui nous ont donné les enfants.